welcome sur l'épisode 4 de notre podcast Roll. Je vous retrouve avec Ask. Bonjour Ask. Salut. Ça va ? C'est la fin du monde, je suis malade. Oh, flûte alors. Si c'est pour dire ça, tais-toi. Ce mois-ci, nous allons vous parler des sorties de fin avril et du mois de mai. Au menu de ce podcast, Landmarks et Ghost qui ont sorti tous les deux un album le 25 avril. Ensuite, on vous parlera de Nightfall, Candlemas, Tetrarch, More Silence, Hippie Death Cult, Behemoth, Sin of God. Et ensuite, comme tous les mois, place à Metal Explorer où on vous emmène en contrée hongroise avec Atrox Trauma. Et on finira avec la rubrique des chiffres ou des lettres avec 3 lettres IMF comme Inferno Metal Fest. On vous souhaite une bonne écoute. Ouais. Le 25 avril dernier était une journée particulièrement chargée côté sortie métal. Mais s'il y en avait une à ne pas rater en francophonie, c'était bien The Darkest Place I've Ever Been, le nouvel album des Marseillais de Landmarks. Ce disque de 11 titres d'une durée de 38 minutes marque un vrai tournant dans leur carrière. Il est plus ambitieux et plus introspectif que jamais. Ici, on plonge dans les recoins sombres de l'âme humaine. Et ce n'est pas pour rien que l'album s'appelle « L'endroit le plus sombre où je n'ai jamais été ». On y parle de doutes, de conflits intérieurs, de santé mentale. Ça appuie là où ça fait mal. On ressent un profond besoin de sortir ce qu'ils avaient au fond des tripes. Musicalement, on ne s'ennuie pas une seconde. Ça module sans arrêt. Du rap et du grôlé, des passages calmes, d'autres beaucoup plus violents. L'ensemble oscille constamment entre crise et apaisement. Mention spéciale au morceau La valse du temps, mon petit coup de cœur perso. C'est le morceau le plus long et il commence avec un couplet en français sur un air de valse avant d'exploser. Florence Alfati ici hurle son sentiment d'être piégée dans une valse de souvenirs et de regrets. Un titre hyper sincère et touchant. Tout est cohérent dans cet album et cette cohérence se prolonge jusque dans sa conclusion avec Funeral, un piano-voix très pur et émouvant, une chanson qui illustre symboliquement la fin d'un cycle et laisse entrevoir la possibilité d'un renouveau. Bref, Landmarks signe ici un album dense, lourd, mais profondément humain. Un mot à présent sur le blockbuster annoncé de ce printemps, voire de l'année. Skeleta de Ghost est mondialement sorti le 25 avril. Résumé des épisodes précédents. Après un lugubre et fascinant Meliora en 2015, plus quelque chose stupéfiant, Tobias Forge, l'homme derrière Ghost, avait pris en 2018 le monde entier par surprise avec Prequel, une brillante pirouette pop digne de David Bowie avec des bouts de Lady Gaga dedans. En 2022, Impera avait néanmoins marqué le pas du point de vue de l'inspiration. À ceci près que des fans de plus en plus nombreux avaient massivement adhéré et que l'album avait été prétexte à de grands messes rock de plus en plus colossales. Skeleta aurait très bien pu renouer avec le hard rock occulte et sulfureux d'auparavant. Tobias Forge apparaissant au naturel émacié et aux cheveux de nouveau longs. Ou alors emmener Ghost vers d'autres cieux artistiques, ne sait-on jamais. Mais le propos est ailleurs. Ce 6e album studio s'inscrit, sans innover musicalement, dans la tonalité de son prédécesseur direct. Skeleta est plus précisément un concentré de ce que Ghost a fait de plus FM jusqu'alors. On le sent taillé pour les grandes scènes, c'est un album d'arena rock d'aujourd'hui. Les 10 compositions sont chiadées et les chorus de guitare techniquement omniprésents. Lacrima, De Profundis Borealis et Marks of the Evil One sont de bonnes chansons de pop music. Peacefield est de même un futur classique rock du groupe suédois. Umbra ressemblerait quant à lui, à peu de choses près, à une reprise de Jesus in Me, de Genesis à la sauce Tobias Forge. Cenotaph est une énième référence savante aux rituels chrétiens et religieux. Bref, les fans vont adorer, des centaines de milliers de t-shirts frappés de la croix renversée vont être une fois encore écoulés, et les grandes salles de France et d'ailleurs seront les théâtres d'une époustouflante scénographie. L'effet de surprise étant désormais loin derrière, nous regrettons toutefois sincèrement le manque d'audace de cette agréable réalisation. Serait-ce l'album pop de l'année ? Le 2 mai dernier, les Athéniens de Nightfall ont publié leur 11e album studio chez Season of Mist. Children of Eve nous confirme une fois de plus que la Grèce demeure une des places fortes du métal extrême européen. Le Quatuor, fondé en 1991 par le bassiste-chanteur Eftimis Karadimas, est une des têtes de gondole de cette prolifique scène grecque, au même titre que Rotting Christ ou que Septiflèche. Le genre développé par Nightfall a varié 4 décennies durant au gré des disques et du personnel. Cette fois, l'ambiance générale dégagée par Children of Eve est assez voisine de Behemoth. Elle est très souvent incantatoire, voire théâtrale.
à ceci près que la voix grave et rocailleuse d'Eftimis s'avère plus proche du death que du black metal. Son chant est à l'occasion soutenu par des chœurs mélodiques, presque elfiques, par exemple sur le gothique With Outlandish Desire to Disobey. C'est du blackened death metal, une musique massive truvée d'arrangements subtils et de sentiments tels la nostalgie. Une sorte de compromis intelligent et intègre entre le meilleur de Bloodbath et de Cradle of Filth, le tout pourvu d'une approche implacable à la Rotting Christ. Seeking Revenge, la cinquième piste, constitue un bon exemple de ce savoir-faire conjuguant lourdeur et symphonique. Un délicat piano vient même clore Christian Svengali, l'ultime des 10 pistes de ce disque. Eftimis est le seul membre à écrire les paroles. Pour la composition musicale, le colosse brun est épaulé par le bassiste Kostas Kyriakopoulos et le batteur Fotis Bernardo. Les thèmes abordés sont classiques du style. La religion, le fanatisme, la dépression. Sachez sur ce dernier point que pendant le dernier hiatus de Nightfall, Eftimis a été diagnostiqué dépressif. Il porte désormais un masque noir couvrant la moitié de son visage en signe de souffrance. Quand vous avez des démons dans votre esprit, vous n'êtes pas toujours un compagnon idéal. Cette stigmatisation peut conduire à l'isolement, nous dit-il. À ce titre, Nightfall encourage les métalleux dépressifs à parler et à lancer une initiative nommée Metal Music Against Depression. Cette démarche est soutenue par l'Alliance européenne contre la dépression. Nous en parlerons peut-être prochainement dans notre rubrique Déchiffre les lettres. En définitive, un bien beau travail agréablement produit à mi-chemin entre Death et Black. Et maintenant, nous allons passer aux sorties du 9 mai, une journée assez chargée en sortie d'album. Je vous laisse avec Ask. C'est la sortie pochette surprise de ce printemps. 3 ans après leur remarquable Sweet Evil Sun, les parrains du doom metal épique ont dévoilé ce 9 mai un EP 4 titres. L'objectif avoué de ce Black Star, fêter 40 années de maîtrise doom metal. Son intérêt, nous réserver 2 nouvelles chansons, mais aussi 2 reprises 100% doom metal. Black Star, la première des 2 compositions, aurait parfaitement pu figurer sur leur dernier album studio. D'ailleurs, la production est identique. Riff incroyablement lourd et complaintes bien senties composées par Leif Edling, le bassiste et cerveau de Candlemas. La deuxième nouveauté s'intitule Corridors of Chaos et est là pour visiblement faire durer le plaisir doom. C'est un instrumental tout en partie de guitare pachydermique et à l'ambiance, doom, tout simplement. La première des 2 reprises n'est d'autre que Sabbath Bloody Sabbath, le chef-d'œuvre de Black Sabbath de 1973. Si elle ne surclasse pas l'original, les 5 Suédois se font toutefois plaisir et veulent faire plaisir à leurs fans. Preuve en est, leur version est plus longue car augmentée d'une outro maison. La deuxième reprise est-elle empruntée aux Américains de Pentagram. Il s'agit de Forever My Queen, jouée pour le coup de façon moins molle que l'authentique. Candlemas nous offre en effet une version quelque peu accélérée et à la production plus acérée. Les amateurs de metal lourd vintage apprécieront. À la première écoute, l'on se dit que c'est le mélange parfait entre Korn et Architects. Pas faux. De façon amusante mais opportune, Wikipédia les catalogue nu metal, metalcore et nu metalcore. Les Géorgiens de Tetrarch publient The Ugly Side of Me, toujours ce 9 mai. Leur troisième album, une très intéressante sortie, expliquons-nous. Les montées vocales et les refrains ont quelque chose de Korn. La prod massive et les rythmiques sont metalcore, du metalcore d'aujourd'hui. Le petit truc en plus de Tetrarch résiderait dans les brillantes interventions à la guitare lead de Diamond Rowe. La jeune musicienne revendique être, je cite, la première afro-américaine signée en tant qu'artiste metal. Elle possède même sa propre signature chez Jackson, la Jackson Pro Series Diamond Rowe. Sa réputation est méritée tant ses solos sont pertinents et singuliers, un peu comme ceux de Tom Morello en son temps. Ses parties chantées sont de même agréables. The Ugly Side of Me est un disque contemporain, accessible, varié et typiquement américain. Ouais! Groupe hongrois de Melodic Death Black, le 9 mai toujours, Morse Silence a sorti Infernal Legacy. 4e album en 9 ans, arborant des thèmes comme la critique sociale, c'est du boulot, les troubles émotionnels et certains aspects plus sombres de l'humanité. 10 titres avec des passages plus ou moins rapides, mais toujours lourds de sens. Une voix qui paraît parfois sereine, mais qui crache l'héritage laissé au monde futur, la souffrance, la destruction et l'exclusion. Bref, l'homme dans toute sa splendeur. À mon sens, on remarquera plus le côté death mélodique que le côté black, ce qui n'est pas pour me déplaire. Une petite préférence pour le titre Scorn et sa joie de vivre, ou pas, dans les paroles. Une pochette plutôt joviale où l'on peut voir une sorte de chevalier de la mort debout avec une personne de dos et agenouillée, un peu comme si la mort et la destruction étaient les seuls résultats possibles à l'activité humaine.
Certes, rien de révolutionnaire dans le genre, mais juste pour l'ambiance, ça vaut pas mal le coup d'y jeter une oreille. Sorti chez Wormhole Death Records. La carte postale du mois nous a été envoyée le 9 mai de Portland, Oregon, un bastion de la contre-culture US. Le trio stoner Hippie Death Cult publie en effet un bienvenu live at the Star Theater chez Heavy Psych Sound Record, le label de référence en la matière. Formé en 2017 par Laura à la basse et au chant, Eddie à la guitare et Harry à la batterie, Hippie Death Cult revendique 3 albums studio au compteur. Ce premier album live est relativement court. Il est composé de 5 morceaux enregistrés, comme le nom du disque l'indique, au Star Theater and Starlight Lounge, la salle de spectacle de Portland, située juste à côté de la rivière Willamette. Nous recommandons vivement ce live aux fans de stoner, mais aussi à toutes les personnes désireuses de sonorités crues et d'authenticité rock. C'est un véritable tourbillon à la guitare fuzz brûlante, à la basse bourdonnante et à la batterie stoogienne, qui est surplombé par bon nombre d'incantations et cris de sorcières, évoquant un peu L7, ainsi que par quelques interventions planantes à la Gibson SG, totalement typiques du genre. Il y a aussi quelques plages instrumentales, longues, calmes et tripantes, quasiment intemporelles. La chanteuse fait corps avec son instrument, son groupe et surtout avec le public qui en redemande. Live at the Theater constituera sans nul doute un témoignage puissant de l'alternative US des années 2020. Quant à la pochette, enfin, elle est tout bonnement magnifique. C'est un simple cliché du groupe en action sur scène, une belle photo de couverture, comme du temps de MC5 ou des Clash. Encore le 9 mai, le trio polonais Behemoth revient avec un nouvel album toujours plus provocateur, The Shit of God. Un disque de presque 38 minutes qui plonge dans les profondeurs de l'humanité, de la divinité et du défi de l'autorité. Plus de 30 ans de carrière et toujours pas l'ombre d'un envie de lever le pied. Dans un monde où l'individualité est célébrée, mais où chacun cherche encore un sauveur, qu'il soit spirituel, politique ou autre, Behemoth fait grandir son art comme un acte de pure insoumission. Le leader charismatique Adam Nergal-Darski ne mâche pas ses mots au sujet du titre. Nous avons délibérément opté pour un nom provocateur, refusant toute subtilité au profit d'un message frontal et polarisant. Cet album est une plongée abyssale, une quête de l'absolu, même au fond du gouffre. Et il enfonce le clou avec cette déclaration. Si c'était notre dernier disque, je partirais l'âme en paix. Aucun superflu, aucune fioriture, juste le meilleur de nous-mêmes, offert à vous. Avant de conclure dans un ultime salut, Hail Satan. L'album s'ouvre sur The Shadow and Light. Le morceau pose les bases, les paroles de Nergal, scandées avec amertume, laissent place à une brutalité libératrice. Puis vient The Shit of God, le titre éponyme. Un morceau qui pourrait en choquer plus d'un, évidemment, mais il faut le voir comme une provocation assumée, une déclaration pour désacraliser la religion, avec rage et fierté. C'est tranchant, c'est clair et c'est revendiqué. Behemoth continue d'évoluer en nous offrant des morceaux qui se veulent musicalement plus accessibles, tout en restant fidèles à ses racines, mais semble aussi vouloir tendre la main à un public plus large. Et nous en avons enfin fini avec les sorties du 9 mai. Je vous laisse avec Ask pour la sortie du 19 mai, Sin of God. Le 19 mai, c'est encore un groupe hongrois, Sin of God, qui sort son album Bloodbound. Formé en 2004 pour nous cracher du bon gros death comme ça se faisait dans les années 90, Bloodbound est leur troisième album. Après la sortie de leur second album, Aenigmata, ils commencent à travailler sur celui-ci. Mais un changement de membre puis le Covid retarde tout. L'album est écrit, mais dans l'impossibilité de faire une tournée pour en assurer la promo, ils en retardent la sortie. Comme si ça ne suffisait pas, un nouveau changement de membre décale tout encore une fois. Mais ce coup-ci, c'est bon, l'album sort le 19 mai. Histoire de préparer vos oreilles, on pourrait dire qu'il y a un Brandycide, une pointe de Cannibal et un soupçon de Massacra. Le tout mélangé dans une grosse marmite pleine de riffs et de paroles de Sin of God. 7 titres sur des thèmes apocalyptiques, sur le désespoir existentiel et la décadence psychologique, dont la violence et la lourdeur musicale ne connaissent presque pas de ralentissement. L'album aurait été à la place d'Ayrton, ils auraient transpercé le mur sans une égratignure et continué à nous cracher leurs riffs comme si de rien n'était. En ce qui me concerne, un petit penchant pour le titre No Return, qui en plus me rappelle un bon groupe, qui parfois dans la façon de chanter me fait penser à un savant mélange de voix à la morbide. Merci à Pest Records et Metal Or Die Records pour ce petit bijou. Si je vous dis Hongrie, que me répondez-vous là en toute spontanéité et sans polémique mal intentionnée? Bon, à part que c'est le énième groupe hongrois. Budapest, Attila, l'Unicum, leur liqueur mondialement appréciée. Andras Sarato, le vieux monsieur qui sourit l'air contrit devant son écran d'ordinateur. Takata Falk, les 2 groupes précédemment chroniqués ce mois-ci. Et désormais Atrox Trauma.
Oui, ça nous fera donc 3 groupes hongrois pour ce 4e épisode. Et pourtant, nous avons vérifié, la fête nationale hongroise n'est pas en mai, mais en mars. Imre, chant guitare, András, guitare, Gyula, basse et Gergely, batterie, jouent du death thrash depuis 2008. Les 4 Magyars ont enregistré 2 EP, puis un LP intitulé On the Line of Nothing and Something, qui a été publié en 2022 par le label italien Wormhole Death. Fort d'une très bonne réputation scénique en Hongrie et aux alentours, Atrox Trauma met également un point d'honneur, en dépit d'une petitesse des moyens, à réaliser des clips honnêtes, en collant notamment leur guitariste András derrière la caméra. Atrox Trauma nous est revenu le 18 avril avec Weirdest Hunts. Ce deuxième album studio, publié comme le premier par Wormhole Death, contient 10 pistes de durée variant entre 2 minutes 29 et 4 minutes 47. En parlant de longueur, un intitulé comme Problem, Reaction, Solution, la 3e piste, elle mérite de la conclusion et de la clarté. Musicalement, Atrox Trauma produit un death tout aussi concis et carré, rapide, grave mais relativement facile d'accès, faisant un peu penser à du Sepultura de 93 sans le côté rêche dans le son. La production de ce Weirdest Hunt est effectivement plus caoutchouteuse, à la fois punk et propre. Il y a du tapping sur des cavalcades rythmiques, il y a également des solos abyssaux, caractéristiques du death metal old school, et même une petite partie jouée au piano. Ils aiment bien le piano en ce moment. Le complexe et fougueux Emptiness, le morceau de bravoure en ce disque, ne manquera pas de séduire les déceux et les déceuses. En bref, un bon disque de death sans chichi, convenablement produit et à l'attitude irréprochable. Et maintenant, nous vous présentons les chiffres et les lettres, ou la galère de mamie. Le mois dernier, nous avons voyagé dans les chiffres et le temps avec les 30 ans d'Astrocrypt 2000 de Wild Zombie. Ce mois de mai, nous revenons aux lettres et au temps présent afin de nous rendre au 59e degré nord, la latitude de la Norvège. Art & Roll aime bien les festivals, tous les festivals. Ce mois-ci, nous voulons vous parler de lettres I, M et F, comme Inferno Metal Festival. L'Inferno Metal Festival, norvégien, consacré au métal extrême, principalement le black, organisé annuellement dans cette bonne ville de Christiania, ou plutôt Oslo. Ce fest a été fondé en 2001 par Jen F. Ryland, guitariste du groupe de métal prog Blackened Borknagar. Chaque année, l'Inferno Metal Festival rassemble une quarantaine de groupes 4 jours durant aux alentours de Pâques. Cette année, Pâques étant fixée au 20 avril, l'IMF a eu lieu du jeudi 17 au dimanche 20. Pour info, la première édition a vu jouer Gehenna, Enslaved, Borknagar, la deuxième Carpathian Forest, Behemoth, Dimmu Borgir, 1349, la troisième Belphégor, Entombed, Vader, Take, Opeth, Immortal et Children of Bodom. Si j'ai écorché des noms, je m'en excuse. Bref, toute la crème du gratin extrême nordique et assimilée est venue fouler les scènes de l'IMF. La plupart des concerts se déroulent au Rockefeller Music Hall, situé dans le centre de la capitale du royaume scandinave, d'une capacité d'environ 1500 festivaliers. Il y a également la salle John Dee, qui est juste à côté du Rockefeller. C'est bien pratique parce que cette année, il a pluvioté. On soulignera que cette édition 2025 a été endeuillée en février par le décès de Jan Martin Jensen des suites d'un cancer. Ce pilier de la scène punk norvégienne était l'un des fondateurs. L'IMF est un festival culte, authentique et intègre. True, le Clarion Hotel, The Hubble et le gîte partenaire. L'événement est situé en plein centre d'Oslo. Il faut avoir 18 ans pour assister au concert. Il y a également des conférences, dont cette édition avec Nergal de Behemoth et 2 visites de Munch, le peintre on ne peut plus local. Une quarantaine de groupes se sont succédés cette année sur les planches, avec en tête d'affiche pour le jeudi Batushka, Tiamat et Abbas pour le vendredi, Kailesa, Septic Flesh et 1349. Le samedi, Aura Noir, Rotting Christ et Satyricon. Behemoth, enfin, pour clore le dimanche. Vous l'avez deviné, ce fut comme une sorte de paradis pour les adorateurs du métal sombre, toutes les formations cultes étant à peu près présentes. Une fois encore, l'IMF nous démontre qu'un festival peut parfaitement conjuguer métal extrême, intégrité artistique, longévité et convivialité. C'est fini pour ce mois-ci, on se retrouve pour un petit tour d'horizon des sorties de juin le mois prochain. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé
Et sinon, vous pouvez le partager à ceux que vous n'aimez pas pour les emmerder. Ciao tout le monde! Ciao ciao et au mois prochain.